Khawti, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je sais qu'aujourd'hui vous êtes tous les Algériens et les Algériens ne sont pas des amoureux du football. Mais je sais qu'aujourd'hui, mardi, tout le monde est stressé, tout le monde attend ce match important face au Cameroun qui va se disputer au stade Mustafa Tchakal de Blida. Et ça va être très difficile d'attirer l'attention de nos compatriotes pour parler d'un autre thème. Et pourtant, le monde ne s'arrête pas de tourner. Effectivement, ce 29 mars 2022, un match important, un match barrage, retour pour la qualification pour la Coupe du Monde 2022, la première Coupe du Monde euh, dans un dans un pays du monde arabe et du monde musulman, le Qatar en l'occurrence, les enjeux sont importants, tout le monde a envie d'y aller, tout le monde a envie de voir l'équipe nationale y aller. Je pense que nous avons toutes les chances pour gagner. Mais bon, le monde ne s'arrête pas de tourner. Les problèmes de ce monde continuent d'exister. Et l'Algérie subit en particulièrement, en partie, certains de ces problèmes. Et il y a certains de ces problèmes et qui vont toucher particulièrement le quotidien de notre population. Il m'a un événement géopolitique majeur qui s'est déroulé hier lundi et dimanche dernier. On était le 28 mars, lundi ou avant-hier, on était le 27 mars. Pour la première fois, il y avait un sommet organisé par Israël sur son propre territoire et qui a regroupé ou qui a réuni trois chefs d'État arabes, voire plus même, pas des chefs d'État, attention, leurs représentants, on va dire trois dignitaires arabes qui occupent des fonctions très importantes au sein de leur pays ou là au sein de leurs États. Il s'agit du Maroc, du Bahreïn, des Émirats arabes unis et de l'Égypte. Les chefs de diplomatie de ces quatre pays ont participé à ce qu'on a appelé le sommet de Negev. Le Negev, c'est une partie du sud qui existe, c'est un désert qui existe au sud d'Israël. Bon, سميها la Palestine occupée, سميها إسرائيل, سميها كيما حبيت. Là, تبقى malheureusement Israël. Bon, on n'est pas là pour prendre parti, on est là pour expliquer les faits. Et le sommet est symbolique. Un, parce que c'est la première fois qu'Israël accueille des délégations aussi importantes des pays arabes sur son propre territoire. C'est le premier sommet de la sorte, de cette envergure organisée par Israël. C'est la première fois que des hauts représentants des États arabes ont participé avec Israël sur son propre territoire à un sommet qui a annoncé la naissance d'une nouvelle alliance au Moyen-Orient. Une alliance qui regroupe le Maroc, qui regroupe Bahreïn, qui regroupe Israël naturellement et qui regroupe l'Égypte et les Émirats. Cette alliance a été officiellement scellée. Ou le comment elle a été organisée cette alliance, ça mériterait un peu une analyse et un débat. Et vous allez voir que ça aura un impact important dans un avenir très proche sur le quotidien des Algériennes et des Algériens. À حسب plusieurs comptes rendus de la presse spécialisée israélienne, يقول لك باللي هذا le sommet à la dernière minute, ce n'était pas prévu jusqu'à la fin mars, ce n'était pas prévu. Et c'est la suite d'un petit sommet qui a été organisé à Sharm el-Sheikh le 22 mars 2022. Le 22 mars 2022, في شرم الشيخ جاء le premier ministre israélien Naftali Bennett, qui a été élu récemment, qui a été désigné récemment dans ses fonctions. جاء معه ثاني عبد الفتاح السيسي, le fameux président égyptien. وكان معه l'héritier d'Abu Dhabi, le fameux Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Ils ont organisé un petit sommet le 22 mars chez Sharm el-Sheikh où ils ont parlé de l'actualité régionale, des problèmes du monde actuel, de l'impact de la guerre contre la Russie et l'Ukraine sur la région du Moyen-Orient et du Proche-Orient, comment il faut agir, comment il faut se positionner, quels seraient les impacts et les conséquences sur l'économie mondiale de cette guerre, la question de la sécurité alimentaire, la question de l'accès aux produits de matières agricoles de première nécessité, l'Égypte qui est pleinement touchée, c'est parmi les quatre comme l'Algérie, mais encore beaucoup plus important que l'Algérie. C'est l'Algérie qui fait partie du 5 plus grands importateurs de blé au monde, de blé tendre notamment, c'est-à-dire la première matière première avec laquelle on fabrique et on produit du pain. L'Égypte, c'est pratiquement le troisième grand importateur mondial de blé tendre. Et l'Égypte, c'est plus de 100 millions d'habitants et l'accès au pain, à la consommation du pain, c'est vraiment un produit de base et élémentaire qui engage la survie de plusieurs millions de foyers égyptiens. Le sommet Hadak, a plusieurs comptes rendus, notamment d'un grand journaliste israélien qui s'appelle Barak Ravid du site israélien Walla, un très important site d'information. Il faudrait le lire pour comprendre un petit peu le point de vue des Israéliens sur les grosses problématiques géopolitiques du monde. Et le sommet était censé être confidentiel.
il est censé rester confidentiel. Je parle du sommet de Sharm el-Sheikh, le 22 mars 2022. Même ben, ils ont décidé que non, il faut l'afficher publiquement. On est en train on s'est réunis, on a parlé et on veut constituer une alliance commune. هذا le sommet à Sharm el-Sheikh, il dit pourquoi ne pas faire le premier sommet en Israël pour regrouper tous les nouveaux alliés d'Israël et pour sceller une nouvelle alliance et pour annoncer au monde entier la création d'un nouveau forum. Parce que le sommet de Negev, d'ailleurs il y a une symbolique importante, d'ailleurs dans un village israélien, un kibbutz, c'est-à-dire une exploitation agricole israélienne, dans laquelle il était né le fondateur de l'État d'Israël, David Ben Gurion. David Ben Gurion, il est né dans l'endroit même où le sommet de Negev a été organisé. D'ailleurs, les quatre délégations, et leurs chefs ont participé, ont été invités à visiter le kibbutz à Sdi Boker. Sdi Boker, kibbutz en israélien, en hébreu, ça veut dire exploitation agricole collective. C'est là où le premier fondateur, l'un des fondateurs, premier chef d'État d'Israël est né, le fameux David Ben Gurion. Vous vous rendez compte comment le monde a changé? Des présidents arabes sur le lieu de naissance de David Ben Gurion. Qui l'aurait cru? Et de cela 3-4 ans, personne n'aurait parié là-dessus. D'ailleurs, l'ambassadrice d'Israël en Égypte, elle a fait une déclaration qui m'a interpellé. Amira Oran, qui est l'ambassadrice israélienne en Égypte, elle a déclaré que ce sommet est la preuve que le monde est en train de changer de façon spectaculaire. Elle a dit que ce sommet est la preuve que ce monde est en train de changer de façon spectaculaire et qu'aujourd'hui nous partageons les mêmes intérêts, nous devons relever les mêmes défis et faire face aux mêmes menaces. Nous partageons les mêmes intérêts, nous devons faire face aux mêmes défis, plutôt nous devons relever les mêmes défis, nous partageons les mêmes intérêts et nous devons faire face aux mêmes menaces. Bien sûr, l'Alliance moyen-orientale jette dans un contexte où un nouvel ordre mondial est en train de naître avec la guerre contre l'Ukraine et la Russie. Poutine et Pékin, Moscou et Pékin veulent fonder un nouvel ordre mondial basé dans le but de remplacer l'impérialisme américain. Anthony Blinken, qui va faire escale dans les heures à venir, je pense qu'il est déjà arrivé à Alger aujourd'hui, a participé à ce sommet. Et juste après ce sommet, il est venu à Alger. Une symbolique qui n'est pas fortuite et qui veut dire beaucoup de choses. Les États-Unis ont participé, mais d'après les informations de la presse israélienne spécialisée, ils ont été juste témoins de la naissance de cette nouvelle alliance. Officiellement, cette nouvelle alliance veut quoi? Elle vise quoi? Elle vise à établir une nouvelle architecture de la sécurité nationale de tous ces 4 pays dans la région du Moyen-Orient. La première cible, c'est l'Iran. C'est d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire et d'empêcher le lobby iranien de s'emparer, de devenir le leader de la région, de devenir une puissance régionale. Elle est déjà une puissance régionale, mais de ne pas devenir la puissance dominatrice. Avec ce qui se passe au Yémen, vous avez peut-être remarqué, c'est important de s'intéresser à ces événements géopolitiques parce que je vais vous expliquer comment ils vont avoir un impact direct sur notre quotidien, la population algérienne. Le Yémen, où les Houthis, les rebelles chiites font une percée remarquable, ils menacent directement la sécurité nationale de l'Arabie Saoudite en s'attaquant à des installations pétrolières, en s'attaquant à des structures sensibles, même s'attaquant aussi à des installations, des structures sensibles au niveau des Émirats Arabes Unis. Donc, le conflit au Yémen, la question du Hezbollah au Liban, la domination du lobby iranien au Liban, au Yémen et en Irak inspire énormément de craintes aux pays du Golfe qui ont été forcés depuis 2020 à conclure les accords d'Abraham et à se réfugier un petit peu derrière la puissance israélienne pour constituer un front commun contre les intérêts iraniens. Mais il n'y aura pas que l'Iran qui sera visé. Parce que moi je parle dans leur déclaration, ils disent que l'Iran et ses mandataires. Je connais les mandataires de l'Iran. Le Hezbollah au Liban, la Syrie de Bachar al-Assad, les Houthis au Yémen, quelques mouvances pro-iraniennes au l'Irak. Et après, dans le langage de certains lobbies marocains, ils disent que l'Algérie est l'un des mandataires de l'Iran. Le Maroc est l'un des piliers de cette nouvelle alliance. Je dis de certains lobbies marocains bien introduits au sein de l'establishment marocain. Pas tous les lobbies marocains, pas tous les décideurs marocains pensent de cette manière, mais une bonne partie de ces décideurs pensent de cette manière. Ils ont tout fait pour associer l'Algérie à l'Iran. Je n'ai pas de preuves
je n'ai pas envie de faire du sensationnalisme ou faire du complotisme en vous disant ah, dans le sommet de Negev qui va devenir un forum annuel. C'est-à-dire que chaque année, au niveau de cette région d'Israël, sur le lieu de naissance de David Ben Gurion, chaque année il y aura un forum annuel auquel vont participer les personnalités les plus importantes d'Israël, des Émirats, du Maroc, du Bahreïn et de l'Égypte. Euh, ce, Peut-être que ça ne va pas cibler l'Algérie directement, mais ça va avoir un impact énorme sur l'Algérie parce que ce sommet signe la mort de la Ligue arabe. Au moment où l'Algérie voudrait organiser le sommet arabe le 1er novembre, il faudrait peut-être que l'Algérie se pose la question à quoi ça sert ce sommet. La Ligue arabe, ça sert à quoi maintenant? خلاص, la Ligue arabe ماتت. الجامعة العربية ماتت. La véritable Ligue arabe aujourd'hui, c'est le sommet de Negev, c'est le forum de Negev. Le forum de Negev qui risque aussi de regrouper d'autres pays. L'Arabie Saoudite n'a pas signé d'accord avec Israël, mais les négociations sont en cours depuis 2020, voire 2019. Les Émirats, c'est le porte-parole de l'Arabie Saoudite et c'est le relais saoudien. Comme l'Arabie Saoudite accueille la Mecque et Médine, donc elle ne veut pas serrer la main aux dirigeants israéliens, mais elle a chargé les Émirats de parler en son nom. Le Koweït, il reste un peu neutre, mais je ne pense pas qu'il va tarder à s'allier aussi avec cette nouvelle alliance. La Jordanie qui veut rester neutre, elle veut devenir la Suisse du Moyen-Orient en étant un pays neutre, mais je ne crois pas qu'elle pourra le rester longtemps. Quoi qu'il arrive, l'Algérie plus que jamais isolée. Parce que qu'est-ce qui reste dans la région? La Libye qui est divisée, qui est en guerre, et qui est complètement divisée, colonisée par des puissances étrangères. La Turquie d'un côté, la Russie, l'Égypte et les Émirats de l'autre. La Tunisie qui est en faillite économique et en faillite politique avec une société civile totalement détruite et une démocratie totalement sabotée, mais un président qui roule directement pour les intérêts émiratis et les intérêts saoudiens contre les intérêts turcs et qataris qui soutiennent les frères musulmans à travers le parti Nahda. Peut-être l'Algérie تلعب وحدها dans la région, لقينا رحنا وحدنا. Les seules bonnes relations اللي عندنا اليوم مع le Niger, notre voisin, le Mali, les généraux maliens qui veulent rester au pouvoir, la Libye, on essaye mais on a hors champ. Le seul pays avec lequel nous entretenons une bonne relation pour le moment, c'est le Qatar, Doha. Le protecteur de Doha, c'est la Turquie. Est-ce qu'il faudrait construire une alliance avec Doha et la Turquie pour contrecarrer cette nouvelle alliance? Parce que on ne peut pas isoler. On peut une nouvelle alliance régionale. La Ligue arabe met être là. Pour moi, pour l'Algérie, si j'étais à la place de Tebboune et de Shengriha, je ferais une réunion d'urgence pour dire à quoi ça sert d'organiser la Ligue arabe. هم داروها لا ليغا تلاقاو في شرم الشيخ وتلاقاو في النيجاف en Israël وتلاقاو كاع بيناتهم وداروا un forum où ils vont d'autres pays vont essayer de les rallier. Quelle serait l'utilité de la Ligue arabe? L'Égypte elle a choisi son camp. Ou l'ambassadrice israélienne en Égypte fait que les entreprises égyptiennes vont investir en Israël, les entreprises israéliennes vont investir en Égypte. Et les rapports vont s'approfondir. On parle de coopération sécuritaire. Le Maroc il a déjà un accord militaire avec Israël. Des généraux israéliens rencontrent les généraux marocains. Les Égyptiens ils ont des accords depuis Camp David de renforcement et de coopération sécuritaire avec Israël. Les Émirats clairement ils ont une coopération sécuritaire. Elle n'est pas encore militaire mais au niveau du renseignement et du renseignement, que ce soit de l'intelligence économique ou du renseignement sécuritaire, elle est actée. Ou je sais pas. L'Arabie Saoudite, elle va rester derrière le rideau et les Émirats vont parler en son nom. La Ligue arabe n'existe plus. خلاص la Ligue arabe. Je comprends la Ligue arabe. قاعد فيها l'Algérie, le Qatar, il est de plus en plus isolé. Le Qatar, il a juste de bonnes relations avec l'administration Biden qui lui a promis d'avoir un statut de partenaire privilégié de l'OTAN pour le protéger davantage. Et ça, c'était le lobbying de Erdogan, parce que c'est Erdogan qui est le protecteur du Qatar contre ses voisins. C'est vrai que le Qatar a repris ses contacts et ses relations avec ses voisins après pratiquement plus d'une année de rupture des relations diplomatiques. Il y a un blocus, rappelez-vous de ce qui s'est passé récemment. Si je ne me trompe pas, c'était entre 2018-2019 ou la 2017-2018. On a tous assisté à cette actualité régionale et internationale. Donc l'Algérie, elle va contourner cette nouvelle alliance. C'est ça le plan de notre régime? Quel est le plan? Parce que là, avec un accord sécuritaire, c'est clair que les pays ne veulent pas que l'Iran
et l'arme nucléaire, ils veulent saboter l'accord négocié entre Washington et Moscou avec Téhéran pour avoir l'arme nucléaire et pour une normalisation des relations de l'Iran et pour un retour en force de l'Iran sur la scène mondiale. Mais l'Algérie, nous sommes isolés. Parce que si ça continue comme ça, on sera contraint de s'allier avec les Iraniens. Mon voisin le Maroc, il est allié militairement avec les Israéliens. En Libye, il y a une guerre. Les Turcs, ils prennent les Turcs une portion. Les Russes, les Égyptiens, une portion. Les Émiratis, les Français ou les Européens, une portion. On a le Mali qui est complètement détruit au sud, où on a un problème de transition démocratique, mais la junte malienne va rester au pouvoir. Le Niger, très pauvre, très instable. Le Burkina Faso, pas très loin de chez nous, et s'est effondré. Le djihadisme, les islamistes, les groupes islamistes armés font malheur jusqu'au nord du Bénin. La Mauritanie, on a de bons rapports avec elle, mais la Mauritanie, c'est un État très fragile. Et les Mauritaniens ont de bonnes relations avec les Israéliens. Il est aussi peut-être même envisageable que la Mauritanie rejoigne cette alliance, nouvelle alliance moyen-orientale à travers les sommets de Negev. C'est aussi très probable. واش نبقاو قعدنا برك حنا ولي تونيزيا en faillite والقطر راهو بعيد والقطر راهو تاكل على لا تركيا ولا لوطون. واش نديرو حنا دوكا؟ Comment protéger nos intérêts dans la région? Comment assurer notre stabilité? Comment assurer notre sécurité? Comment se positionner sur l'échiquier géopolitique régional et mondial? Que veut l'Algérie aujourd'hui? Voilà. Le Maghreb, si on s'était réconcilié avec le Maroc, où on avait géré le problème tunisien entre Maghrébins, et on n'a pas laissé les Libyens se jeter dans les bras des Turcs et des Russes et des Égyptiens. Le Maghreb, on pourrait affronter on pourrait partager les mêmes intérêts et affronter les mêmes menaces. Mais aujourd'hui, je fous le nous sommes entourés de pays qui ont pactisé ou colonisé par des puissances étrangères. Comment on peut s'épanouir dans ce contexte? Comment on peut garantir notre développement, notre sécurité? Le monde est en train de changer de façon spectaculaire, comme l'a dit l'ambassadrice israélienne en Égypte. Et l'Algérie est exclue de cette dynamique de changement. Et cette dynamique de changement, احنا مازال نتبعوا في لا ليغ عرب ونتبعوا في هذوك لي بونسي. واش لا ليغ عرب واش يدير بها؟ La Ligue arabe خلاص ماتت. Le sommet à Alger, le 1er novembre, va servir à quoi? La Syrie va revenir. Bachar al-Assad n'a pas attendu l'Algérie. Alors il y a 2-3 semaines de cela, في Abu Dhabi, où تلاقى مع les Émirats. Où les Émiratis ont commencé le processus de réconciliation avec les Syriens. Pour faire plaisir aux Russes. Et pour ne pas laisser le Bachar al-Assad uniquement dominé par les Iraniens. Donc le sommet d'Alger va servir à quoi? Tu vas accueillir des pays qui ont déjà pactisé avec Israël, qui ont déjà organisé un forum avec Israël, qui ont déjà fait une alliance avec Israël et qui développent des agendas uniquement avec Israël. Donc, nous sommes pro-palestiniens, etc. ودرنا واللوبي الصهيوني وما على باليش هام كاع مع الصهاينه بقينا غير حنا وحدنا دوكا مع من ندوروها مع لي زيرانيان. Au risque de déplaire à l'Occident et de faire un bras de fer avec les États-Unis, avec les monarchies du Golfe. Le régime algérien essaie de se positionner, de se rapprocher de l'Arabie Saoudite. Ça n'a pas encore marché. Tebboune n'a pas pu aller à Riyad, alors qu'il devait aller en Arabie Saoudite. حبس غير في دوحة في الكويت parce que l'Arabie Saoudite n'approuve pas la politique du régime algérien et son hostilité contre le voisin marocain. Parce que l'Arabie Saoudite n'approuve pas le soutien du régime algérien à la junte malienne. Parce que l'Arabie Saoudite n'approuve pas l'hostilité de l'Algérie du régime algérien contre le maréchal Haftar. Donc il n'y a pas de terrain d'entente. Il y a juste des discussions. Et pour le moment, aucune visite d'État n'a été possible en Arabie Saoudite. Donc, قعدنا غير مع القطر. Donc il y a une alliance entre Qatar et la Turquie. Mais je pense que si ça continue comme ça, l'Algérie devrait sortir de la Ligue arabe et de dire que la Ligue arabe, il faudra la dissoudre. Et ندخلوا فيها إسرائيل. خلاص نتفاهموا نقول la Ligue arabe إسرائيل راهي داخل فيها. Et نحبسوها كاع la Ligue arabe ونديروا des blocs régionaux. Chaque 4-5 pays font des blocs régionaux pour défendre leurs intérêts, leur sécurité. Mais rester comme ça dans l'Algérie, dans la configuration des années 70 et des années 80, alors que le monde a fait 2020. Ça va avoir un impact direct sur notre sécurité nationale. Les économies de la région vont changer. Les déploiements des armées de la région vont changer. Les rapports avec les puissances mondiales vont changer. Et l'Algérie assiste à cette dynamique de changement sans aucune stratégie. Quelle est notre stratégie? هذا ما كان. عطونا la stratégie تاعكم.
باش ندافعوا على مصالح بلادنا وعلى مصالح الشعب تاعنا. كاين استراتيجي، il faut redéfinir en urgence la stratégie. Tu veux pas reconnaître Israël من حقك. Avec qui tu vas travailler? Avec quel est ton partenaire puissant? La Russie elle est embourbée en Ukraine. Et en Libye, on n'a pas les mêmes intérêts que la Russie. La Russie elle est معليش الحفتر، احنا ماناش حابين حفتر يديها. Quel est le parapluie qu'on pourrait utiliser si demain il y a une crise ou là des tensions ou là une guerre atroce dans la région? Comment on pourrait se protéger? Comment on pourrait défendre nos intérêts? Je lance le débat, Eshmaha est très important. Un match de football, ça s'oublie rapidement. Les intérêts économiques suprêmes d'un pays et l'avenir des générations futures, ça ne s'oublie pas. C'est beaucoup plus déterminant, c'est beaucoup plus important.